Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, on va regarder le sujet 2019 qui a été donné aux candidats libres de CAP. Donc, je précise candidat libre parce que pour les élèves qui sont en CAP dans le cursus scolaire habituel, vous êtes évalué en CCF. Donc ça, c'est un sujet qui est donné uniquement à des personnes qui se présentent en dehors du cadre scolaire. C'est ce qu'on appelle des candidats libres. Donc ça concerne un bon paquet de CAP, vous avez la liste actuellement à l'écran. Donc si vous passez CAP de ce genre en candidat libre un jour, vous aurez un sujet du même style. Donc c'est une épreuve qui se déroule en 2 heures. En termes de difficulté, on est très similaire à ce qui est demandé sur des CCF de CAP dans le cursus scolaire. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de partie informatique, puisque tout se fait par écrit. Donc le sujet de cette année était composé d'une partie mathématique sur 10 points et d'une partie physique également sur 10 points. C'est le cas la plupart du temps. Donc en maths, dans le premier exercice, on avait une étude d'une lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc je vous laisse regarder pendant que je défile, sachant que dans la description de la vidéo, vous avez la possibilité de télécharger le sujet sous forme PDF. D'ailleurs, vous me direz si ça marche bien dans les commentaires, puisque c'est quelque chose que je pourrais mettre en place de façon régulière sur des éléments vus dans les vidéos. Donc cet exercice 1 permet d'étudier différents éléments, donc on verra la correction dans un deuxième temps au niveau de la vidéo. Là, le but c'est simplement de prendre connaissance du sujet. Donc le but c'est de mener une étude et de voir si un défi qui a été lancé par Roman et Théo a été réussi. Dans l'exercice 2, on a une étude sur le recyclage des canettes. On a toujours Roman et Théo qui font des études. Donc là, on s'intéresse aux documents qu'on a ici pour savoir si on a possibilité de créer des cadres de vélo avec des canettes. Donc là, encore une fois, on a quelques éléments mathématiques à remplir, notamment de la proportionnalité dans cet exercice. Donc pas de piège particulier, pas d'éléments particuliers à repérer. Simplement qu'encore une fois, on doit tirer une conclusion qui permet à Roman et Théo d'avoir des informations par rapport à ce qu'ils veulent faire. Dans l'exercice 3, là cette fois-ci, on s'intéresse à la cuisine et on a une étude d'une facture. Donc exercice assez classique en mathématiques pour le niveau CAP, le remplissage d'une facture. Il n'y a pas de piège particulier non plus, c'est de l'application directe de multiplication de division. L'élément le plus dur se situe davantage sur le calcul de la TVA et le fait de jongler avec les prix d'achat net, les prix d'achat toutes taxes comprises, où là, pour le coup, en termes de difficulté, c'est un cran au-dessus. Donc ensuite, on enchaîne une question sur les pourcentages. Alors, on l'a vu, il y en a déjà eu des questions de ce genre où on a une capture d'écran de tableau Excel et on demande quelle formule utiliser. Donc ça c'est quelque chose qui est souvent demandé puisqu'il n'y a pas de partie manipuler l'ordinateur, mais c'est pourtant quelque chose qui doit être vérifié, donc c'est remplacé avec des questions de ce genre. Donc à la fin, comme dans chaque exercice, la conclusion à apporter. Donc ensuite on passe sur la partie physique. La partie physique, elle a été, je dirais, relativement facile pour quelqu'un qui n'a pas forcément les connaissances en physique. Puisque, on peut le voir dans le premier exercice, on demande de calculer la puissance de 400 ordinateurs, on donne la puissance d'un ordinateur. Bon, là, c'est juste une multiplication. Sans connaître de formule ni quoi que ce soit, possibilité de trouver la réponse. Et on le verra dans la correction. Donc là pareil, on demande de calculer l'énergie, on donne la formule. Donc là pareil, on donne le prix d'un kilowattheure, on a calculé, ou en tout cas on nous donne la valeur en kilowattheure
de l'énergie, on demande de calculer le prix payé. Ensuite, calculer la dépense pendant une semaine. On sait que les ordis sont en fonctionnement pendant 5 jours, donc on multiplie par 5 le résultat qu'on a trouvé à la question d'avant. Je mets ça en avant parce qu'il n'y a pas de calcul réellement physique, c'est juste des maths appliquées par rapport aux sciences dans cet exercice. Dans l'exercice 2, on retrouve Théo et Roman. Alors cet exercice est un peu plus orienté physique. On n'est plus trop sur des mathématiques camouflées. Là on est vraiment sur de la physique pure puisqu'on doit relier mouvements circulaires et rectilignes aux différents types de mouvements décrits pour les déchets. Ensuite on doit proposer un protocole expérimental. On a un calcul de vitesse dont on donne encore une fois la formule. Et une conclusion. Donc là, ce deuxième exercice, c'est plus des maths cachées en physique, c'est vraiment un exercice de physique pure. Et l'exercice 3, voilà, un petit peu de chimie, hein. C'est physique-chimie, donc il y a forcément des deux. Donc là, on regarde encore une fois par rapport à la cuisine. Là, il y a un parallèle entre tous les exercices. Et on veut tout simplement regarder par rapport aux produits utilisés. Donc on a un produit qui contient du sulfate de cuivre, on demande les 2 ions qui sont contenus dans le sulfate de cuivre. Ensuite on a le tableau de test de reconnaissance des ions. Et on demande d'étudier des protocoles et de trouver lequel permettrait de mettre en évidence la présence de l'ion sulfate. Et ensuite, on a les résultats des expériences menées par Théo et Roman. Alors là, ce qui change par rapport à un CCF dans un sujet de ce genre, c'est que la partie expérimentale, elle n'y est pas, donc on vous donne directement les résultats et à vous de les exploiter. Donc voilà pour le sujet. Donc, avant de passer à la correction, je dirais ce qu'il y a à remarquer déjà, c'est que on a un sujet qui tient un fil rouge avec Théo et Roman. Et puis surtout, il y a un parallèle entre les 3 exercices de maths et ceux de physique. Ce que je veux dire par parallèle, c'est que si on regarde l'exercice 1, en maths, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'exercice 1 en physique, je vais le retrouver, c'est de la lutte contre le gaspillage en énergie. Il est là. Donc avec la consommation électrique des ordinateurs. Si on regarde l'exercice 2 en physique, c'est le centre de tri. En maths, c'est que faire pour réexploiter des déchets. Donc transformer des canettes en cadre de vélo. Et l'exercice 3, il est centré sur la nourriture. Donc en physique-chimie, c'est au niveau de la production de nourriture, donc avec les fruits et légumes, être éco-responsable, donc utiliser des produits sains pour l'environnement. Et par contre, en mathématiques, là on a un calcul financier sur producteurs de fruits et légumes. Donc tout ça reste dans le même thème, on a vraiment le fil rouge complet sur l'ensemble du sujet. Si vous ne voyez pas forcément en faisant le sujet, c'est pas très grave, ça n'empêche pas de faire les exercices, mais ça permet de mieux comprendre ce qu'on cherche à amener au travers de ce sujet. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on va passer à la correction, où là je vais repasser chaque exercice en revue et je vais expliquer pas à pas ce qu'il fallait faire pour avancer. Donc, on commence. Premier exercice de mathématiques, la lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine. Première question, nous dit indiqué par lecture du tableau ci-dessus la masse maximale de pain jeté en une journée. Alors là, très simple, on regarde le tableau, on cherche la valeur maximale, en l'occurrence c'est le 19 qui est ici, donc du
coup on marque simplement que la masse maximale de pain jeté en une journée est de 19 kg. Donc là, question de lecture de tableau, a priori pas de difficulté. Question 2, proposer une démarche qui permet de savoir si le double défi lancé par Roman et Théo a été réussi. Alors déjà, le double défi est marqué au début de l'exercice. Donc Roman et Théo ont lancé un double défi à tout le lycée. La masse moyenne sur 20 jours de pain jeté ne doit pas dépasser 15 kg et la masse maximale de pain jeté en une journée ne doit pas dépasser 20 kg. Donc ensuite on a le tableau qui est donné, qu'on a déjà utilisé en première question. Donc là c'est proposer une démarche, on ne demande pas de savoir si le défi a été réussi, on veut simplement proposer la démarche. Donc la démarche c'est très simple, il faut reprendre les deux éléments qu'on a ici et le reformuler avec des termes mathématiques. Donc ça nous donne vérifier que le maximum est inférieur ou égal à 20 kg. Alors sous-entendu, c'est le maximum de pain jeté en une journée. Donc c'est ce qu'on a vu au-dessus. Et deuxième point, calculer la masse moyenne de pain jeté. Ça on ne l'a pas fait, donc il va falloir le faire. Et ensuite vérifier qu'elle est inférieure à 15 kg. Donc là on a les deux éléments qu'il faut mettre en avant. Donc vérifier que le maximum dans le tableau est inférieur à 20 kg et ensuite calculer la masse moyenne pour vérifier qu'elle est inférieure à 15 kg. Si les deux conditions sont remplies, on a bien le double défi qui est réussi. On passe à la suite. En question 3, on nous dit qu'on a les données saisies dans un tableur, on a les captures d'écran effectuées par les deux élèves qui sont indiquées, et on nous dit qu'il y a un des deux qui a commis une erreur de saisie. Donc il faut trouver lequel a fait cette erreur, et donc lequel a une saisie correcte. Donc là en l'occurrence c'est Roman qui a la saisie correcte. Tout simplement parce que Théo il a une moyenne incohérente. Si on regarde leurs autres valeurs, on a des éléments qui sont a priori identiques pour la somme, le max et le min. Par contre l'effectif total il change et la moyenne n'est pas la même. Donc c'est forcément sur ces éléments que ça va se faire. On peut argumenter soit sur l'effectif total, soit sur la moyenne. Moi je pars du principe que argumenter dans le cas présent sur la moyenne est plus facile. Il suffit simplement de dire que la moyenne de Théo est inférieure au minimum, ce qui n'est pas possible. Si on voulait argumenter sur l'effectif total, il suffit simplement de dire que l'effectif total c'est pas la masse totale de pain jeté, ce que visiblement Théo a calculé, mais c'est le nombre de jours sur lequel on fait l'étude, donc le nombre de masses mesurées. Donc une fois que ceci a été vu, on nous demande de conclure. Le double défi lancé par Roman et Théo a-t-il été réussi? On nous demande de justifier la réponse. Donc il fallait répondre oui, le double défi est réussi car le maximum qui est de 19 kg est bien inférieur à 20 kg. Et la moyenne qui est de 13,5 kg est inférieure à 15 kg. Donc voilà pour l'exercice 1 qui ne présentait pas de difficulté particulière. Ce qu'il fallait savoir, c'est essentiellement de la lecture d'informations sur les différents documents qui étaient donnés et savoir se dépatouiller un petit peu avec le repérage d'erreurs dans des tableaux de valeurs qui étaient donnés. En dehors de ça, il n'y avait pas de difficulté particulière, il n'y avait aucun calcul à faire dans cette partie. Donc simplement à bien comprendre ce qui se passe. L'exercice 2, celui-là, il avait quelques petites difficultés en plus. Donc il était sur le recyclage des canettes, où Roman et Théo avaient installé un collecteur de canettes dans le hall de leur établissement, et ils voulaient récupérer les canettes pour une association et les réutiliser pour fabriquer des cadres de vélo.
Donc la première question, celle-là, pas de difficulté, il fallait, à l'aide du document ci-dessus, indiquer le nombre de canettes nécessaires à la fabrication d'un cadre de vélo. Donc là, il suffit simplement de dire ici que 250 canettes permettaient de fabriquer un cadre de vélo. Une question d'analyse de document, pas de difficulté particulière. Question 2. Le nombre de cadres de vélo fabriqués est proportionnel au nombre de canettes collectées. Complétez le tableau ci-dessous. Donc là, on nous dit que c'est proportionnel, donc on nous donne un tableau de proportionnalité dans lequel il nous manquait deux valeurs ici, ainsi que le coefficient de proportionnalité. Donc, le plus simple, on prenait 1 divisé par 250, ce qui permettait de trouver 0,004, coefficient de proportionnalité, ensuite 1000 fois 0,004 donné 4, et 2500 fois 0,004 donné 10. Donc là, il y avait une petite difficulté puisqu'il fallait connaître la façon de faire pour calculer le coefficient de proportionnalité. On ne pouvait pas utiliser simplement le produit en croix, sinon il nous manquait le coefficient de proportionnalité. Et il fallait bien sûr le faire dans le bon sens pour arriver à la bonne réponse. Donc là, la petite utilité, c'était de connaître ces formules de proportionnalité. En question 3, on nous demande de placer les points A, B, C et D, donc ceux du tableau, sur le graphique et de tracer la droite qui passe pour les points. Donc placement d'un point, valeur en première ligne X pour l'abscisse, donc l'abscisse horizontale ici, hein. On a bien le nombre de canettes collectées X qui est réindiqué, et le nombre de cadres de vélo Y en ordonnée, donc en verticale, ici c'est indiqué. Donc ensuite on prend les valeurs, 0, 0, il se retrouve ici, ensuite 251, il se retrouve ici, ensuite 1000 et 4, ça se retrouve là, ensuite 2500 et 10, ça se retrouve ici. Ensuite on prenait sa règle et on traçait la droite qui passe par tous les points, et on obtenait une droite qui passe par l'origine, ce qui nous intéresse puisque justement en question 4 on demande de justifier que le graphique obtenu représente bien une situation de proportionnalité. Donc il fallait simplement dire que comme c'est une droite qui passe par l'origine, ça représente bien une situation de proportionnalité. Donc ensuite en question 5, on appelle X le nombre de canettes collectées, Y le nombre de cadres de vélo fabriqués, et Roman et Théo ils veulent représenter cette situation avec GeoGebra. Il fallait choisir l'expression qui permettait de représenter cette situation. Donc là, en l'occurrence, il fallait partir de ce qu'on avait trouvé dans le tableau de proportionnalité. On avait Y est égal à X, donc la première ligne, fois le coefficient de proportionnalité. Donc ça correspondait à ceci. Donc là, il n'y avait pas vraiment de difficulté, il fallait surtout bien faire attention, il y avait un risque de confusion avec celui-ci, si on prenait le tableau dans le mauvais sens. Mais en suivant bien au Y et au X, il fallait passer par celui-là qui permet, si on trace cette fonction, 0,004 fois X, d'obtenir la droite qu'on a tracée. En question 6, on nous dit 1500 canettes ont été collectées durant l'année scolaire. Calculez le nombre de cadres de vélo qui seront fabriqués avec ces canettes. Donc il fallait justifier la réponse soit graphiquement, soit par un calcul. Moi j'ai pris le parti de proposer la correction avec un calcul, donc en faisant 0,004 fois 1500, ce qui donnait 6, et donc phrase de conclusion, on peut fabriquer 6 cadres de vélo avec ces canettes. Pour la lecture graphique, il fallait se positionner au niveau du 1500 ici. Ensuite, monter jusque ici et aller lire le nombre qui correspondait, c'est-à-dire 6. Ça tombe bien, on tombe sur la même chose que ce qu'on a obtenu par le calcul, donc tout va bien. Dans l'exercice 3 de mathématiques, on nous parle
d'une facture, puisque le chef de cuisine a fait appel à un nouveau producteur de fruits et légumes, et donc il faut compléter la facture qu'on nous donne, parce que bien entendu elle n'est pas tout à fait complète. Donc il nous manquait la valeur qui correspondait au prix total des courgettes. Donc on en achète 50 kg qui coûte 1,25 € par kilogramme. Donc on multiplie 50 par 1,25 et on obtient 62,5. Ensuite, pour les concombres, on avait le prix total, on avait le prix unitaire, il fallait trouver la quantité. Donc si on paye 78 € en tout, que un concombre coûte 65 centimes par pièce, on prend notre 78 €, on divise par 0,65 et on trouve 120, ce qui veut dire qu'on achète 120 concombres. Donc ensuite, le reste du tableau était complété, on a le prix d'achat brut, le montant d'une remise, et on nous demande le prix d'achat net. Alors, le prix d'achat net, c'est le prix d'achat brut moins une éventuelle remise. Donc 280 moins 25,20 donne 254,80. A priori, pas de problème particulier, donc là on est hors taxe, donc ça veut dire qu'il faut rajouter les taxes, donc la TVA, qui est de 5,5%. Donc pour calculer cette TVA, on prend 254,80 multiplié par 5,5 sur 100, ce qui nous donnera 14,01, que j'ai bien arrondi au centime d'euro puisque c'était précisé. Donc pourquoi on multiplie par 5,5 divisé par 100? Tout simplement parce que 5,5% c'est 5,5 divisé par 100. Enfin, on nous demande le prix d'achat toute taxe comprise. Donc du coup, on prend le prix d'achat hors taxe, on rajoute les taxes et on obtient le prix d'achat toute taxe comprise. Donc 254,81 plus 14,01 donnera 268,81. Donc là, la petite difficulté, c'est surtout le calcul de la TVA et passer du prix d'achat net hors taxe au prix d'achat toute taxe comprise. Il fallait bien avoir compris comment fonctionnent les taxes et comment on passe d'un prix hors taxe à un prix toute taxe comprise. Et comment on calcule le pourcentage d'une valeur. Question 3.2. On nous demande de choisir un calcul qui permettrait de connaître le taux de remise accordé par le producteur. Donc là, on avait un choix. Il fallait trouver le bon qui était le premier. Alors pourquoi? Déjà, le deuxième, je l'élimine d'emblée. Parce que si je fais 280 divisé par 25,20, je trouverai quelque chose de plus grand que 1. Donc j'aurai une remise supérieure au prix d'achat. Ce qui voudrait dire que le producteur me donnerait de l'argent pour acheter ses produits, ce qui n'est pas très rentable pour lui, c'est même le contraire. Et le dernier, je pouvais l'éliminer parce qu'il n'y a aucune raison de diviser par 100. Il n'y a rien qui, dans le tableau, nous laisse à penser qu'il y a divisé par 100. Alors maintenant, pourquoi la première? Tout simplement parce que le calcul pour obtenir un taux de remise, c'est de diviser le montant en euros de la remise par la somme avant remise. Donc c'est bien 25,20, c'est le montant de la remise, divisé par 280, donc le prix à payer initial. On nous demande d'exprimer ce taux en pourcentage, donc on prend tout simplement le calcul qu'on a choisi, 25,20 divisé par 280. On calcule, on trouve 0,09, et 0,09 c'est égal à 9%. Pour la question 3. Là on a une question par rapport à un tableur. Donc il fallait choisir la formule à saisir en case D3 pour obtenir le prix total. Donc là c'est ni plus ni moins que le même tableau qu'au début, sauf que là il a été transposé dans un tableur. Donc ce qu'on fait pour obtenir le prix total quand on a une quantité et un prix unitaire, on multiplie la quantité par le prix unitaire. Et ça, en termes de formule, ça veut dire qu'on marque égal B3 fois C3, tout simplement parce qu'on prend
Le égal ici qui indique au tableur qu'on rentre une formule, donc un calcul à faire. B3, c'est la quantité. Étoile, ça correspond multiplié dans un tableur. Et C3, c'est le prix unitaire hors taxe. Les deux autres, B3 slash C3, on voudrait dire qu'on divise B3 par C3 et B3 plus C3, c'est une addition, c'était pas ce qu'on cherchait dans le cas présent. En question 3.4, avant de faire les démarches pour obtenir le label lycée éco-responsable, le chef cuisinier se fournissait chez un producteur qui facturait pour la même commande un prix d'achat TTC de 300 €. Le chef cuisinier a-t-il eu raison de changer de producteur? Justifier la réponse. Alors, simplement, on a calculé qu'on payait maintenant 268,80 €. C'est inférieur à 300, donc le chef cuisinier a eu raison de changer de producteur. C'est tout ce qu'il y avait à observer. Donc maintenant qu'on a vu les 3 exercices de maths, on passe aux 3 exercices de sciences physiques, avec le premier sur la consommation électrique des ordinateurs. Donc on est dans une situation où les ordinateurs de l'établissement sont utilisés la journée et mis en veille la nuit. On nous dit que la puissance en veille est de 4 watts, le lycée possède 400 ordinateurs, on part du principe que les puissances s'ajoutent, et on veut calculer la puissance P des 400 ordinateurs de l'établissement lorsqu'ils sont en veille. Donc on fait tout simplement 400 x 4, qui nous donnera 1600 watts. Alors on pourrait additionner 4 plus 4 plus 4, faire ça 400 fois, ce qui nous laisserait... c'est ce qu'on nous suggère de faire dans l'énoncé, mais ça revient tout simplement à faire 400 x 4. Ou le calcul. On n'oublie pas une phrase de conclusion. La puissance des 400 ordinateurs en veille est de 1600 watts. Ensuite, en question 2, on nous dit du lundi au vendredi, les ordinateurs sont allumés 9 heures par jour et sont en veille le reste du temps, ils sont éteints le week-end, et on nous demande de choisir la durée de veille T correspondant à une journée de 24 heures hors week-end. Donc là, s'ils sont allumés 9 heures par jour, on veut le temps en veille, on prend 24, la durée d'une journée, on retire les 9 heures où ils sont allumés et on obtient 15 heures de veille. Donc il fallait cocher 15 heures. Question 1.3, on nous donne une relation E est égal à P fois T et on veut vérifier que l'énergie consommée par jour par les 400 ordinateurs pendant la période de veille est égale à 24 kWh. Donc, P, on l'a calculé en question 1, 1600 watts. Ils sont allumés 15 heures par... ils sont en veille 15 heures par jour. C'est ce qu'on a vu en question 2. Donc du coup, on applique la formule P fois T, 15 fois 1600, ça nous donne 24 000 Wh. Et 24 000 Wh, ça se convertit en 24 kWh. On obtient bien ce qu'on nous avait demandé de vérifier, donc tout va bien. Donc on conclut, l'énergie consommée par jour est bien de 24 kWh. Ensuite, calcul de coût, donc le prix unitaire, toute taxe comprise, est de 0,11260 € par kWh. Calculer le coût d'énergie consommée chaque jour par les 400 ordinateurs pendant la période de veille, arrondir le prix au centime d'euro. Donc 24 fois notre prix unitaire nous donnera 2,70 €. Et si on étend ça à la semaine, eh bien on multiplie par 5. Alors pourquoi par 5 et pas par 7? Eh bien tout simplement parce que on nous dit du lundi au vendredi, les ordinateurs sont allumés 9 heures par jour et sont en veille le reste du temps, ils sont éteints le week-end. Donc les 2 jours de week-end, ils comptent pas. D'où le fait qu'on multiplie seulement par 5 et qu'on trouve 13,5 €. Question 6, on nous dit que Théo et Roman, toujours eux, pensent que l'on peut économiser au moins 10 € par semaine en éteignant les ordinateurs plutôt que de les laisser en veille. Ont-ils raison? Justifier la réponse. Donc oui, ils ont raison, car la veille des ordinateurs coûte 13,5 € par semaine. Il n'y avait rien à dire de plus,
on se contentait de dire ça, on avait la réponse à la question. Donc d'une façon générale, dans les justifications, ne cherchez pas trop compliqué, allez droit au but, ça suffit la plupart du temps. Donc on passe à la question 2, où là Théo et Roman ils ont visité un centre de tri de déchets de leur commune avec leur classe et ils ont vu 2 types de centrales de tri constituées de tapis roulants sur lesquels circulent les déchets. On a une centrale rotative et une centrale linéaire. Donc question 1 qui était de la pure physique, il fallait relier le type de mouvement décrit par un déchet sur le tapis à la centrale qui lui convient. Donc on avait mouvement rectiligne, mouvement circulaire. Donc pour la centrale rotative c'était du mouvement circulaire et pour la centrale linéaire c'était du mouvement rectiligne. Bon, tout simplement parce que quand ça tourne ça fait des cercles, donc c'est circulaire, et quand ça va tout droit ben c'est rectiligne, d'où le terme linéaire, rectiligne, tout ça va ensemble. En question 2, proposer un protocole expérimental qui permettra aux techniciens du centre de tri de déterminer la vitesse d'un déchet sur le tapis de la centrale linéaire avec les outils suivants, un chronomètre et un mètre. Donc là l'idée c'était de chronométrer le temps que met un objet pour parcourir 1 mètre ou plusieurs, ce qui nous permet d'avoir une distance et un temps et donc de calculer la vitesse. Donc en termes de protocole on pouvait dire simplement ce que je viens de dire, ou vraiment rentrer dans les détails, dire qu'on mesurait une distance, que s'amuser à calculer, à lancer le chronomètre quand l'objet il passe devant le premier repère jusqu'au deuxième repère. On dirait peu importe, l'idée c'était de bien mettre en avant que avec le mètre on mesurait une distance, avec le chronomètre on mesurait le temps que met un objet pour parcourir cette distance. Avec ce protocole, on peut obtenir une distance, un temps, ce que le technicien a fait, ce que dans un CCF classique vous auriez fait vous-même. Donc là, en l'occurrence, on dit 24 mètres parcourus en 80 secondes. Ensuite, calcul de vitesse, distance divisée par temps, donc 24 divisé par 80, ce qui donne 0,3 mètres par seconde. En conclusion, la vitesse du déchet est de 0,3 mètres par seconde. Ensuite, on nous dit, pour la question 4, Théo et Roman ont eu l'impression que le déchet se déplaçait plus vite sur la centrale rotative que sur la centrale linéaire. L'impression est-elle exacte? Justifiez la réponse. Et on nous dit juste au-dessus, le technicien du centre de tri indique que la vitesse d'un déchet est de 0,32 mètres par seconde sur la centrale rotative. Donc simplement dire que l'impression de Théo et Roman est exacte car 0,32 mètres par seconde est supérieur à 0,30 mètres par seconde. Donc voilà pour cet exercice, ce qui nous permet de passer à l'exercice 3 qui est également le dernier de ce sujet, où là on étudie de la bouillie bordelaise, puisque au cours d'une visite chez le nouveau producteur de fruits et légumes, Théo et Roman apprennent que le produit utilisé pour combattre certaines maladies c'est la bouillie bordelaise et que le lycée veut un label lycée éco-responsable et ça ne pourra être accordé que si l'exploitant utilise un produit dont le composant principal est toléré en agriculture biologique, et c'est-à-dire le sulfate de cuivre. Donc citer les 2 ions constituant le sulfate de cuivre en solution. Donc dans sulfate de cuivre, il y a sulfate et cuivre, donc du coup il y a l'ion sulfate et l'ion cuivre. La question là qui n'avait aucune difficulté puisqu'il n'y a pas de piège dans les noms donnés au composé chimique. Ça s'appelle sulfate de cuivre, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est du sulfate avec du cuivre. Ion sulfate, ion cuivre étaient les bonnes réponses, tout le reste n'est pas présent. Ensuite, question 2, Théo et Roman disposent des documents suivants afin de réaliser une expérience au laboratoire du lycée. Donc là, le tableau de test de reconnaissance des ions, que normalement vous avez déjà dû voir. Ils ont également un deuxième document qui leur propose 2 protocoles. Et ils veulent tester la présence de l'ion sulfate dans la solution de bouillie bordelaise. Et il faut trouver lequel des protocoles A et B du document 2 peut mettre en évidence la présence de cet ion et justifier la réponse.
Donc la réponse, c'était que le protocole A était correct pour ce qu'ils veulent obtenir, car seul le chlorure de barium permet de tester la présence de l'ion sulfate. Donc vu que ce qu'on veut c'est tester la présence de l'ion sulfate, mieux vaut prendre le protocole A, parce qu'avec le protocole B, on pourra jamais savoir si l'ion sulfate est présent. En question 3, Théo et Roman font leur expérience et ils ont les résultats. Donc, encore une fois, sur un CCF classique, vous auriez eu vous-même à faire les expériences. Là, sur un sujet d'épreuve ponctuelle, on vous donne les résultats et à vous de les exploiter. Donc, ils ont utilisé comme réactif chlorure de barium et soude. Avec le chlorure de barium, ils obtiennent un précipité blanc. Avec de la soude, ils obtiennent un précipité bleu. On nous demande, le produit utilisé par l'exploitant permet-il l'accord du label lycée éco-responsable? Justifier la réponse. Donc la réponse était qu'on identifie bien la présence de sulfate de cuivre. Tout simplement parce que le fait qu'il y ait un précipité blanc avec le chlorure de barium permet, comme c'est indiqué ici, de vérifier qu'on a bien l'ion sulfate. Le fait d'avoir un précipité bleu avec de la soude permet de vérifier qu'on a bien l'ion cuivre. Comme on a l'ion sulfate et l'ion cuivre, on se réfère à ce qu'on a choisi en question 3.1. Ion sulfate, ion cuivre, c'est bien les constituants du sulfate de cuivre. Donc on a bien un produit qui contient du sulfate de cuivre. Donc en conclusion, on peut utiliser le label lycée éco-responsable. Et donc le lycée pourra avoir son label et sera satisfait. Donc voilà pour la correction de ce sujet. Donc si vous avez des questions par rapport à cette correction, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je dirais que d'une façon globale, il n'y avait pas de piège particulier. Il y avait quelques connaissances à connaître et à savoir appliquer. Mais il n'y avait pas de difficultés insurmontables ni de gros pièges absolument à éviter. Il fallait simplement suivre la logique des questions, et pour quelqu'un qui travaillait un minimum son CAP, le sujet-là ne devait pas poser de problème particulier. Si jamais, ça peut arriver, certaines parties vous ont semblé trop compliquées, revoyez bien les notions en lien avec les parties. Donc, dire rapidement ce sujet-là, l'exercice 1 mathématiques, c'était de la lecture de documents. L'exercice 2 de mathématiques, c'était de la proportionnalité. L'exercice 3 de mathématiques, c'était du calcul sur facture avec calcul de pourcentage, gestion des prix, donc un peu de mathématiques financières. Concernant la physique, l'exercice 1 c'était de l'électricité, mais très guidé, avec beaucoup de calculs mathématiques simples à faire puisque les formules étaient données la plupart du temps. L'exercice 2 c'était de la mécanique, les mouvements circulaires et rectilignes, et également le calcul de vitesse, toujours en mécanique d'ailleurs. Et l'exercice 3 c'était de la chimie avec les tests de reconnaissance d'ions. Donc je le dis, si vous avez eu la moindre difficulté ou qu'il y a une partie qui vous semble pas claire, il faut que vous revoyiez les sujets associés aux différents exercices, puisqu'il n'y a pas de piège particulier, il n'y a pas de grosses difficultés dedans. Donc simplement, si ça vous paraît facile, tant mieux, c'est que vous êtes prêts. Si ça vous paraît dur, rebossez les chapitres, entraînez-vous, et vous verrez qu'à un moment donné, normalement, vous devriez y arriver. Donc les questions en commentaire. Si la vidéo vous a été utile, vous a plu, laissez un pouce bleu, c'est toujours pratique pour la chaîne. Et si vous voulez ne pas rater de vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.